Et voilà, Rantai, c'est à toi. C'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au webinaire sur l'éco-conception des voyages au Vietnam. Voici l'organisation de la présentation. Pour les trois premières parties de la présentation, je vais vous expliquer pourquoi l'éco-conception du voyage est importante aujourd'hui. Je vous présenterai des indicateurs clés euh, qu'on qu'on doit tenir compte dans un voyage, et puis à l'intégration des 17 ODD, les objectifs du développement durable. Et puis la dernière partie sera l'échange questions-réponses. Alors, vous savez, aujourd'hui, si on regarde les autres industries, il s'avère que le tourisme est assez en retard. Chez TTB Travel, on a regardé les tendances des startups, des entreprises qui focalisent dans le virage vers la durabilité. Et comme on peut voir devant nous, là, la plupart des entreprises dans le virage se trouvent soit dans l'électronique, dans la mode, dans le textile, cosmétique, agroalimentaire. Les noms que vous voyez ici, c'est des entreprises françaises. Et par rapport à elles, à ces entreprises, notre secteur est largement en retard. On est vraiment, vraiment lent dans le changement. Et, euh, et donc, pourquoi on est en retard? Eh bien, nous, on a analysé un peu le fonctionnement de toutes ces entreprises dans les autres secteurs, comment elles font dans le changement vers la durabilité. Eh bien, on a constaté les trois facteurs clés de succès les plus récurrents. C'est toujours la transparence, la cohérence et la traçabilité. Donc ici, je vous donne quelques exemples concrets de ceux qui ont réussi. Hein. Comme la marque Fabio, la marque de chaussures éco-responsable. Dans la transparence, eux, ils ont réussi à afficher de façon honnête l'empreinte carbone, comme vous voyez ici à gauche. Au niveau de la cohérence, il y a le téléphone Fairphone qui essaye vraiment de retravailler toute la chaîne de valeur, tous les fournisseurs de A à Z pour s'assurer que la durabilité soit vraiment transversale dans toutes les filières, dans son processus de fabrication. La traçabilité, le plus connu, c'est Yuka. On voit clairement le système de Nutri-Score dans chaque prestation, en fait, dans chaque composante d'un produit. Nous, par rapport à ça, c'est vrai que notre secteur, on est à la traîne, quoi. Au niveau de la transparence, aujourd'hui, c'est la compensation carbone est pratiquement le seul facteur qui est très médiatisé. Mais là, c'est rare de voir des produits de voyage qui affichent clairement l'empreinte carbone comme les marques de chaussures. Au niveau de la cohérence, on voit aussi une faiblesse dans notre secteur, c'est que souvent l'éco-responsabilité est vue plutôt comme une catégorie des produits et pas un socle transversal de tous les produits, quoi. On voit comme les catalogues chez certains voyagistes, on voit une seule brochure entièrement dédiée au voyage éco-responsable, alors que ça nous laisse imaginer que les autres catégories ne sont pas éco-responsables. Donc, le manque de cohérence est là. La traçabilité, bah, nous, notre difficulté, c'est que nous sommes une industrie qui est marquée par l'intermédiation. Et puis, nous sommes aussi une industrie de services, contrairement euh, aux autres entreprises, c'est des biens manufacturés. Donc, pour traquer l'empreinte carbone ou l'impact écologique dans l'ensemble des composantes d'un voyage, c'est difficile. Et donc, c'est vraiment beaucoup de défis dans notre secteur. C'est pour ça que pour nous, l'éco-conception de voyage pourrait être une solution, une éventuelle solution à ça. Donc, par éco-conception, je veux dire une solution qui tente partiellement de résoudre ces problèmes. C'est ce qu'on propose aujourd'hui.
ce qu'on propose de voir ensemble aujourd'hui. Chez TTB Travel, on s'inspire largement de ce qui se passe ailleurs dans les autres industries pour pouvoir, on s'inspire, on prend des bonnes idées, on prend de bonnes pratiques et on tente d'appliquer ces bonnes pratiques dans notre secteur. Et donc, le tableau qu'on a devant nous, c'est un fruit de notre travail. On sait que dans le tourisme responsable ou durable, on voit le fameux triangle à 3 dimensions, hein, environnement, social et économie. Ça, c'est un concept théorique depuis des années, mais concrètement, comment ça s'applique dans un produit concret, ce qui est un circuit de voyage? Eh bien, ici, on voit une matrice, un croisement entre les 3 colonnes, donc les 3 dimensions de la durabilité et les 4 composantes essentielles d'un circuit de voyage. Ça veut dire hébergement, transport, restauration et activité. Et donc, via ce croisement, via cette matrice, on tente justement de répondre aux 3 facteurs clés du succès. Ça veut dire la transparence, la cohérence et la traçabilité. C'est un peu ça la base de notre travail et c'est la base de l'éco-conception du voyage. Donc, pour l'éco-conception du voyage, ça veut dire qu'il faut que toutes les 4 composantes du voyage correspondent et respectent simultanément les 3 dimensions du du tourisme durable. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que souvent dans les médias, on parle très souvent de la compensation carbone, par exemple. Si on voit ici, ben, ça touche surtout souvent c'est les vols longouriers hein, qui sont pointés du doigt. Ça veut dire que ça touche seulement une partie minime de l'ensemble du voyage. Et dans le cas du Vietnam, c'est bien de parler de la compensation carbone, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça dans le voyage. Hein. Au Vietnam, vous avez dans la partie écologique, environnementale, il y a plein de sujets qui ne sont pas abordés dans le voyage. Par exemple, gaspillage alimentaire, pollution plastique, pillage d'eau agricole, le pillage des ressources naturelles. Ces sujets-là ne sont pas nécessairement exposés dans un voyage. Même chose on parle souvent de la colonne écologique dans un voyage, de l'empreinte carbone dans un voyage, mais il y a d'autres types d'empreintes, comme l'empreinte socioculturelle. Eh bien, au Vietnam, il y a l'effet de folklorisation. Eh bien, ce niveau de folklorisation n'est pas nécessairement exposé dans un voyage. Même chose pour l'impact économique, la fuite de capitaux. On sait que dans le monde entier, dans certaines destinations insulaires comme Bali, sur 100 $ dépensés par les touristes, il y a 5 $ qui restent dans la main de la population locale, alors que 95% des revenus partent, soit ils repartent à l'étranger, soit restent dans la main des hommes politiques. Oui. Donc, il y a aussi cet impact-là. Et pour nous, dans l'éco-conception de voyage, c'est important aussi de mesurer, de savoir où on en est, quel est l'impact en fait, du voyage par rapport à la dimension culturelle et la dimension économique. Et donc, suite à tout ça, on a beaucoup réfléchi, on s'inspire des Yuka, on s'inspire des étiquettes Nutri-Score, des boîtes de conserve alimentaires. Et donc, finalement, on a décidé de travailler, on s'est dit, pourquoi pas mettre un système similaire. Et donc, le résultat, c'est comme ce qu'on voit ici, dans un voyage, on tente d'afficher de façon explicite les impacts pour que ce soit lisible et compréhensible par les consommateurs. Et aujourd'hui, on se concentre sur les 6 indicateurs clés. Vous voyez ici la première ligne, il y a on voit clairement les 3 impacts hein, qui correspondent aux 3 dimensions du triangle de la durabilité, donc l'impact carbone, l'impact économique et l'impact culturel. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, plus en détail. Donc ici, on n'a rien inventé, hein, TTB Travel, chez TTB Travel, on utilise l'outil de l'ADEME pour calculer l'empreinte carbone pour la partie transport. Pour l'impact économique, nous, on a développé notre propre méthode qui s'appelle RISE-Score, dont on va parler tout à l'heure, pour mesurer à quel niveau, dans un circuit, sur 100 $ dépensés, combien d'argent reste au pays, quoi. Et puis, nous, on a aussi mis sur pied une méthode, un processus
processus pour mesurer la jauge d'authenticité, ça veut dire pour tel voyage, à quel niveau le voyage reflète fidèlement la réalité du Vietnam de 2022, pardon. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc maintenant, on va voir chacune de ces trois dimensions. Alors pour le calcul émission CO2, c'est compliqué. Hein. On sait très bien que pour mesurer l'impact carbone d'un voyage, c'est hyper compliqué parce que il y a la partie hébergement, transport, restauration, activité. C'est hyper compliqué de calculer puisque c'est l'intermédiation. Nous, en tant qu'agent réceptif, on n'est pas propriétaire des avions, des hébergements. Donc, pour bien commencer, on essaie de simplifier la démarche, c'est-à-dire que dans un premier temps, on se concentre plutôt sur la partie transport. Donc ici, on utilise l'outil de l'ADEME pour calculer. Donc, pour illustrer notre propos, je mets en comparaison les deux circuits. À gauche, c'est le circuit éco-conçu à la manière de TTV Travel, et à droite, un circuit conventionnel, un circuit classique. Nord-Sud, un circuit de semaine Nord-Sud. Et donc, on voit ici, uniquement pour la partie transport, eh bien, il y a quand même une différence assez notable. Grosso modo, bah, ça fait quand même quelques centaines de kilos de CO2 économisés. Et donc, on voit dans un circuit les parties, les solutions de transport qu'on utilise dans un circuit éco-conçu. Et c'est comme ça qu'on arrive au chiffre de 349 kilos de CO2. Ce qui est quand même conséquent. Malheureusement, un circuit, enfin, le voyage pollue. Ça, il faut honnête là-dessus. Et l'intérêt ici, c'est de savoir comment on peut réduire la pollution. Et donc, si on compare les deux circuits, le circuit éco-conçu économise jusqu'à 32% de, de CO2. Et comment on y arrive? Voici les leviers d'optimisation dans un circuit éco-conçu. On revoit en fait l'ensemble des composantes d'un voyage. À gauche, vous voyez les icônes, bah, c'est les composantes d'un voyage, grosso modo. Donc déjà dans la phase de la conception, on essaye de comment faire moins de kilométrage possible et puis passer plus de temps dans chaque étape. C'est un maître, pour nous, c'est important. C'est vraiment un levier important pour pouvoir réduire le kilométrage. Réduire le kilométrage, ça veut dire réduire l'émission carbone. Dans les composantes, le mode de transport, comme on voit ici, souvent, au Vietnam, vous avez deux vols domestiques et on essaie vraiment de remplacer un vol domestique par le train. Bah, ça permet déjà de réduire pas mal d'empreintes carbone. Ensuite, il y a quand même une dépendance assez excessive de la voiture privatisée. Et donc, on essaie vraiment de penser aux autres modes de transport, hein, comme vélo, balade à pied ou mobilette, pour vraiment réduire la dépendance de la voiture privatisée. Au niveau des hébergements, on essaie vraiment de cibler des hébergements bien situés dans les quartiers et comme ça, au soir, les gens évitent de prendre le taxi. Hein. Chaque déplacement compte, chaque déplacement émet l'empreinte carbone. Pour la partie restauration, on essaye de choisir des restaurants qui sont aussi accessibles à pied, en sachant que souvent, surtout, je parle souvent de circuit comité d'entreprise, par exemple, très souvent, pour loger 50 personnes dans un restaurant, souvent les restaurants sont excentrés et malheureusement, on doit utiliser l'autocar pour aller au restaurant. Donc, ça émet le CO2. On essaie vraiment d'éviter ça. Plan de repas, même chose, on essaye d'éviter la pension complète, hein, parce que si on mange 3 fois par jour, et si jamais l'hôtel ou le restaurant est excentré, ben, le client risque de prendre un taxi pour aller au restaurant. Donc, ça émet également le CO2. On propose plutôt la demi-pension ou uniquement les repas qu'on juge nécessaires. Le rôle des workshops ici, c'est les rencontres humaines. Ça veut dire que pour passer plus de temps, on propose de rencontrer les habitants, de participer à des ateliers, à l'image de la plateforme Weekendoo. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent cette plateforme-là. Mais grosso modo, quand plus on passe de temps dans un atelier, chez nous, la moyenne, c'est entre 1 heure et 2 heures chaque atelier, chaque rencontre humaine. Quand on passe plus de temps, on réduit le risque de se déplacer d'un point à l'autre.
Donc, il y a moins de risques d'avoir recours en fait à un moyen de transport pour émettre l'empreinte carbone. Et puis, la dernière composante, c'est le shopping. C'est très bien que dans beaucoup d'endroits, les boutiques de souvenirs, il y a beaucoup d'objets, de marchandises qui ne sont pas forcément fabriqués au Vietnam. Parfois, c'est des marchandises qui viennent de la Chine. Ça veut dire que les marchandises nécessitent un transport en camion de la Chine. Ça émet l'empreinte carbone également. Donc voilà, c'est grosso modo tout ça, les leviers qu'on utilise pour pouvoir concevoir un voyage. Maintenant, pour la partie économique, nous avons, entre guillemets, inventé notre propre processus, ça s'appelle le RISE Score. Ça veut dire, grosso modo, à nouveau, on repense, on creuse dans l'ensemble de toutes les prestations, les composantes d'un voyage pour mesurer, pour s'assurer que chaque centime, chaque dollar utilisé dans le voyage, on fait au mieux pour que ces dollars-là tombent dans la main de la population locale. Les bénéficiaires locaux devraient être les gens qui touchent le plus d'argent. Voilà, donc on revoit vraiment l'ensemble des prestations. Vous voyez ici, hein, on essaye d'utiliser des hôtels gérés par les Vietnamiens, appartiennent aux Vietnamiens. Les staffs, le personnel, c'est vietnamien. Pareil pour les restaurants, les guides, c'est des guides bien vietnamiens, les guides villageois. Et voilà, des shopping pareil, shopping, si jamais il y en a, on essaie au maximum d'éviter le shopping. Mais si jamais il y a un shopping, on propose toujours aux voyageurs d'avoir recours aux commerçants locaux, aux artisans bien vietnamiens. Donc, on travaille main dans la main avec les commerçants vietnamiens pour ça. Tout ça pour s'assurer que sur 100 dollars dépensés dans un voyage, on essaie d'avoir les 100 dollars qui restent au pays. Il n'y a pas de fuite de capitaux à l'étranger. Et c'est comme ça la méthode. Ici, dans le circuit de 2 semaines nord-sud, on analyse chaque prestation. Il y a 13 nuitées, donc 13 prestations, 13 nuitées dans un hôtel, 19 repas, 7 transporteurs, 4 guides du nord au sud, 18 activités comme balade à pied, rencontres humaines, des ateliers, des workshops. Et à chaque fois comme ça, on a nos propres critères pour évaluer, mesurer l'impact économique. Et c'est comme ça qu'on arrive à un score moyen de tout ça pour donner un score final. Et c'est comme ça qu'on arrive au score de 85% de ce circuit type. La troisième dimension, la dimension culturelle, ça veut dire à quel niveau le circuit en question reflète fidèlement le Vietnam contemporain. Pour ça, on utilise les 10 leviers, les 10 facteurs qui façonnent l'authenticité. Ces 10 facteurs, pour ceux qui ont participé à un webinaire précédent, vous allez reconnaître ces 10 facteurs. Et donc, on utilise ces 10 facteurs-là pour mesurer justement le taux d'authenticité dans chacune des prestations d'un voyage. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le score final d'un voyage. Ici, attention, la jauge d'authenticité, par exemple, à 80%, ça n'a rien à voir avec la qualité de voyage. Ce n'est pas ça. Ici, en fait, le 80%, l'indice, la jauge d'authenticité, ça permet aux voyageurs de prendre une décision éclairée. Ça permet au voyageur de voir si lui, son profil est adapté à ce voyage. Parce qu'il faut savoir que dans le schéma à droite, dans un voyage, c'est comme la partie, je compare souvent avec l'iceberg, ça veut dire que la partie visible d'une culture, c'est la partie folklorique, c'est la partie qu'on voit facilement. Mais si on veut vraiment découvrir le pays en profondeur, il faut faire des efforts mentaux, physiques et émotionnels, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc, plus on s'immerge, justement, le mot immersion, plus on se plonge, on essaie de se plonger dans la culture, plus on a la chance de découvrir l'authenticité, de toucher vraiment le pays tel qu'il est. Et donc, ça nécessite l'effort. C'est comme les langues. Donc, si vous êtes niveau CM2, on ne peut pas accéder à un niveau universitaire. Et donc, ça permet justement de
ce qui est bien au voyageur de mesurer est-ce qu'il est, compte tenu de son expérience, de son profil socio-professionnel, est-ce qu'il justifie suffisamment d'efforts pour pouvoir pratiquer ou consommer tel ou tel voyage. Et donc, dans les offres de TTV Travel, en général, nos offres sont situées entre 60% et 90% d'authenticité, si vous voulez. C'est comme ça qu'on arrive à ce score d'authenticité. Voilà, donc ça permet au voyageur de voir si c'est un fit entre son profil et le voyage. C'est vraiment la compatibilité quoi, entre la quête d'authenticité du voyageur et sa capacité d'apprentissage, sa capacité d'adaptation à la réalité du pays. Voilà, donc c'est un peu tout ça, les trois scores principaux que je vous présente dans un voyage. L'éco-conception voyage. Maintenant, c'est la partie de l'intégration des ODD. Alors, c'est quoi le lien entre les 17 objectifs du développement durable préconisés par l'ONU et le tourisme durable? Et pour cela, je vous invite à lire un document très complet de l'ONU, hein, c'est sur le portail officiel, et donc vous allez voir vraiment en quoi dans chacun des 17 objectifs, c'est en quoi le tourisme contribue positivement à la planète. Ici, la synthèse qu'on fait, c'est que le lien entre les deux, c'est que les 17 objectifs, c'est vraiment une application pragmatique et concrète des trois dimensions de la durabilité. Les 17 objectifs pour nous, sont regroupés par thème, hein, par dimension. Et il faut savoir que pour répondre à ces 17 objectifs, toutes les destinations ou tous les pays dans le monde n'ont pas le même niveau de volonté ni le même niveau de priorité par rapport à ces 17 objectifs. Ça varie d'un pays à l'autre, comme le Vietnam. Parmi les 17 objectifs, au niveau macroéconomique, le Vietnam, l'État vietnamien met plutôt l'accent sur les trois objectifs. Et donc, en tant qu'agence de voyage locale, TTV Travel doit tenir compte non seulement des priorités mises en place par l'État vietnamien, mais aussi de nos propres expériences, de nos compétences, de nos ressources, de nos compétences. Et quand on fait un cocktail de tout ça, eh bien, chez nous, on priorise plutôt 11 objectifs sur 17 objectifs. Donc ici, ce qu'on voit, c'est vraiment des objectifs que TTV Travel priorise et ça se voit clairement dans notre manifeste du développement durable dans un document que je vais par la suite partager avec vous. Et donc, vous voyez ici, les objectifs sont classés par thème, par dimension. Hein. On voit clairement le lien ici entre les 17 objectifs et les 3 dimensions du tourisme durable. Et donc, c'est vraiment un cahier des charges. En s'appuyant sur ça, on met en place une espèce de cahier des charges et par la suite, on travaille main dans la main avec les fournisseurs. Et donc, à chaque fois, on présente ces 17 objectifs, on fait un briefing de façon pédagogique vis-à-vis des fournisseurs et puis on demande en fait à chaque fournisseur de dire, tiens, parmi ces 17 objectifs, c'est quoi vos priorités, en quoi vous pensez que, à quels objectifs vous pensez que vous êtes plus à l'aise, quels sont les objectifs qui vous plaisent en fait. Et en fonction de ça, on classe les fournisseurs. C'est vraiment des dialogues, des échanges assez longs hein, pour pouvoir mettre en place les objectifs. Et donc, nous, dans les voyages éco-conçus, parfois, on glisse des activités optionnelles, facultatives dans le voyage et on explique clairement dans nos fiches techniques, c'est que pour telle activité, eh bien, ça correspond à tel ou tel objectif. Comme on voit ici, souvent dans les voyages au Vietnam, nous, dès le début, dès le premier jour, on propose une séance de massage traditionnel
pour vraiment se détendre après un long vol. Et on travaille étroitement avec un institut de la réflexologie faciale. Et donc, vis-à-vis de cet institut, on demande, on fait un cahier des charges et on demande c'est quoi ces causes, ces objectifs prioritaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à, identifier les ODD. Et donc, en affichant clairement les ODD ici, le voyageur, celui qui lit la fiche technique, il sait que si on participe à cette activité, indirectement, on soutient l'organisation qui organise cette activité. Donc, indirectement, on soutient, participe à tel ou tel ODD. Et on sent que c'est concret, on sent qu'il y a un impact positif, quoi. Il y a toujours un sens positif. On est dans l'encouragement, on est dans la pédagogie. Aujourd'hui, on incite les voyageurs à prendre des actions vertueuses. Et dans la même chose, à chaque activité, on a une fiche comme ça. Donc, le nettoyage, on propose de façon facultative aux voyageurs de participer éventuellement à une opération de voyage lors d'une croisière dans la baie de Lanha, donc la ville de Kalpa, qui est voisine à la baie d'Along. Donc, ils sont invités à participer à cette activité. Donc, en participant à cette activité, ils soutiennent tel ou tel ODD. Donc, à nouveau, on travaille très étroitement avec une entreprise locale ici pour vraiment organiser, co-créer cette activité. Voilà, donc c'est un peu ça quelques exemples. Et par la suite, nous, souvent quand on travaille avec des agences de voyage, on envoie non seulement le programme détaillé et la cotation, mais en plus de ça, on envoie aussi un troisième document qui s'appelle une fiche technique de durabilité. Ça ressemble un peu à un mode d'emploi d'un produit iPhone ou une étiquette de textile. Donc, ça affiche un peu comme ça. On va voir ensemble à quoi ressemble la fiche technique. Voilà, ça ressemble un peu à ça le document. Donc, grosso modo, ça permet aux voyageurs de lire de façon synthétique et ludique. On explique clairement en quoi tel ou tel voyage s'inscrit dans la démarche éco-responsable. Et le mot de la fin, c'est que on lutte contre le tourisme de masse. On quitte définitivement le tourisme de masse. Et via cette méthode d'éco-conception, certes, ce n'est pas optimal, ce n'est pas parfait. On tente seulement en partie de résoudre les problèmes. Et TTP Travel a besoin de vous, voyagistes et agences de voyage, pour travailler ensemble, parce que seul, on ne peut pas réussir. Chez TTP Travel, on croit fermement à la fable des colibris. Nous sommes tous des colibris. Et si on arrive à former une armée de colibris, on va réussir dans cette longue bataille, dans ce long combat contre le tourisme de masse. Voilà. Donc, c'est un peu ça la présentation. On passe maintenant aux échanges. Je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. Donc, pour ceux qui voulaient me contacter, vous avez mes coordonnées. Bravo, Rantaï, pour ce discours passionnant. On a une question qui est arrivée tout à l'heure, qui nous demandait si, ce qu'il en était des véhicules électriques au Vietnam actuellement. Alors, OK, on n'est pas encore rendu là au niveau des véhicules électriques. Vous avez forcément vu dans les médias, il y a VinFast qui fait beaucoup de pubs là-dessus, mais on n'est pas encore là au niveau du véhicule électrique. Et donc, on n'est pas encore là. On est encore très, très loin dans cette démarche-là. Et puis, personnellement, je pense que le véhicule électrique ne résout pas tous les problèmes de la pollution. Il faut savoir que le véhicule, c'est une partie de la pollution.
nous avons encore la pollution plastique, par exemple, les déchets plastiques qui sont même dans le quotidien des gens. Et donc, surtout pour le Vietnam, les enjeux sociétaux, c'est plutôt la pollution plastique et la pollution de l'air. C'est les deux types de pollution qui sont plus importantes que le véhicule électrique, quoi. Même si le véhicule électrique, on propose comme la solution la plus facile, quoi, pour résoudre toutes sortes de pollution, quoi. Mais ça ne résout pas vraiment radicalement le problème de pollution chez nous, quoi. Voilà. Donc, non, véhicule électrique, on n'est pas encore là, hein. Absolument pas. Aucun usager de véhicules électriques dans la population vietnamienne. Voiture électrique, non. Voiture électrique, non. VinFast fait beaucoup de pubs dans la production future, la fabrication future, mais il n'y a pas encore de distribution, hein. D'accord. On est dans une phase de publicité, là. Il n'y a pas de commande chez nous, hein. Et puis, il faut savoir que dans la stratégie de communication, bah, les véhicules électriques, c'est surtout pour vendre à l'étranger. C'est pas nécessairement pour la consommation locale, vu le prix du véhicule. Le prix du véhicule électrique chez nous, ça vaut 2 maisons. Et je pense que les Vietnamiens ont besoin plus d'une maison qu'une voiture. Ouais, c'est vrai. On a quand même des voitures commercialisées en Chine électriques qui sont pas non plus extrêmement onéreuses, mais je ne sais pas si des distributions au Vietnam sont envisagées. Non, je pense pas. Je pense pas. Même déjà, sans parler de véhicules, voitures électriques, rien que les bicyclettes électriques et puis les mobylettes électriques, il y en a au Vietnam. Et puis le prix est abordable. Et pourtant, les gens, c'est pas dans les mœurs des gens, quoi. Donc, même ça, la vente des motos électriques reste quand même très timide. Donc, je parle même pas des véhicules, des voitures. Ah oui, d'accord. Question de Tanvo qui nous demande dans quelle mesure le gouvernement vietnamien supporte les projets de tourisme durable au Vietnam. Est-ce que tu peux répéter la question? Dans quelle mesure le gouvernement vietnamien contribue et supporte la transition écologique du tourisme? Ok, c'est très faible. Contrairement à la publicité ou à la communication dans la presse, le gouvernement vietnamien est très timide, ne fait pas suffisamment d'efforts dans la transition écologique. Encore une fois, le gouvernement met en avant les solutions fast-food pour faire croire que le pays s'inscrit dans la démarche, mais concrètement, dans le quotidien, il y a pratiquement aucune sensibilisation dans l'éducation de base vis-à-vis des Vietnamiens, parce qu'il faut savoir que si on a vraiment une bonne volonté de se battre contre ce fléau, bah, ça commence par la sensibilité, ça commence par la conscience de la population. Or, et ça commence par l'éducation d'abord. Eh bien, dans l'éducation de base, l'école primaire, collège, universitaire, il n'y a aucune matière, il n'y a aucune sensibilisation vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des enfants. Comment voulez-vous que le pays avance si jamais les Vietnamiens ne fassent pas d'efforts? Et donc pour moi, c'est pas cohérent, quoi, au niveau du gouvernement, quoi. Selon notre avis, le gouvernement vietnamien n'est pas trop dans le virage. Comme tout à l'heure, on a vu dans le 17 ODD, hein, le gouvernement vise carrément la croissance économique. Qui dit croissance économique à tout va, qui dit usine à gaz, des usines de fabrication manufacturées, et donc ça émet énormément de carbone, énormément de projets industriels. On ne peut pas dire que le pays s'inscrit dans la démarche, tandis qu'il y a chaque jour de nouveaux projets d'implantation d'usines de fabrication. Ce n'est pas cohérent.
Et donc, on revient à tout à l'heure, les trois mots-clés, là. Transparence, cohérence et traçabilité. On n'a pas cette transparence et on n'a pas cette cohérence. Alors, Tanvo, je te laisse la parole. Tu as levé la main. OK, merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Tahia, de votre intervention. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Merci beaucoup, Tahia, de votre intervention et surtout de votre volonté pour proposer un tourisme plus durable au Vietnam. Et moi, je suis, en tant que Vietnamien, moi, personnellement, je suis vraiment touché par cela. Et en fait, je vis que, voilà, dans tes propositions concernant surtout l'empreinte écologique, tu as proposé des voyages plus ou moins courts en termes de distance physique et en même temps, tu proposes davantage de temps, OK, aux voyageurs. Et juste, j'aimerais bien prendre connaissance de ton expérience à ce propos, parce qu'en fait, il y a des touristes, pour l'instant, moi, je parle plutôt des touristes étrangers qui viennent au Vietnam, ils ont un budget temps vraiment restreint. Et donc, est-ce qu'ils sont réceptifs par rapport à cette proposition, ou comment, s'il te plaît, surtout par rapport à ton expérience en la matière, s'il te plaît? Oui, effectivement, tu as bien raison, c'est que notre solution n'est pas adaptée à tous, on ne plaît pas à tous et tout ça. Il y a toujours plusieurs catégories de voyageurs. Il y en a qui sont plus réceptifs, il y en a d'autres qui sont réticents. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une bonne partie des voyageurs qui n'acceptent pas notre solution. C'est clair et net, mais et qui n'ont pas le temps et qui n'ont ou qui ne sont pas au courant peut-être des bienfaits de la solution. Parce que passer plus de temps, ça veut dire que mieux découvrir les endroits, mieux vivre les destinations. Peut-être ils ne sont pas encore sensibilisés par rapport à cela. Peut-être. Hein. Et donc, c'est pour ça que le travail de pédagogie, le travail de sensibilisation est important. Merci. Oui. Mais toi, personnellement, pardon? Ah, vas-y. Oui, personnellement, en tant que professionnel, est-ce que tu y crois? Le conflit plus économique. Oui, mais j'y crois fermement. J'ai cette conviction très profonde, c'est très intime. J'ai une conviction profonde, c'est que tout est un travail de pédagogie et de sensibilisation. Il faut franchir le premier pas. Il faut faire notre part. Encore une fois, je répète toujours la fable des colibris. C'est aujourd'hui, je pense, à une démarche de bas de l'entonnoir en fait, hein, dans la hiérarchie pyramidale. C'est surtout nous, les acteurs privés, qui essayent de faire les choses et par la suite, on essaye vraiment de former un ensemble en bas de l'échelle. Et puis après, on va remonter en fait l'information, on essaie de créer un mouvement et ça va remonter en haut et ça va créer une pression sur l'ensemble de la pyramide. Et comme ça, les gouvernements devraient réfléchir par rapport à ça. Donc, si personne ne le fait, rien ne sera fait et personne n'avance. OK, merci beaucoup, Trai. Je vais laisser le temps aux autres. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, une question de Fanny qui nous demande, compte tenu de la géographie du Vietnam, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent pour des voyages à impact moindre de proposer, au lieu de proposer des circuits Nord-Vietnam, Sud-Vietnam, de plutôt proposer des circuits Nord-Vietnam combinés avec le Laos ou Vietnam-Sud combiné avec le Cambodge? Ou est-ce que ça resterait tout aussi polluant? Une bonne question. Bah, de toute façon, on pollue tout le temps. Hein. Dès qu'on se met en mouvement, on pollue. Hein. L'intérêt ici, c'est de réduire, de concevoir un itinéraire qui pollue moins, tout simplement. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, pour avoir moins d'impact, d'empreinte carbone, il y a souvent deux leviers. Soit pour la même durée, on se concentre sur un nombre limité de régions. Soit pour la même superficie, on prolonge la durée du séjour. Donc, par exemple, le circuit nord-sud de semaine tout à l'heure, pour faire nord-sud, je propose de prolonger le circuit à 3 semaines, par exemple. Par contre, si on n'a que 2 semaines,
effectivement, il vaut mieux se concentrer soit uniquement sur le Nord-Vietnam, soit Nord-Centre, en employant un déplacement terrestre, le train de nuit, soit en combiné Vietnam-Laos, mais uniquement par voie terrestre, sans avoir recours à un vol. Parce qu'on sait très bien qu'un vol, ça pète beaucoup de CO2. Et Vincent me demande si toi, avec TTV Travel, tu fais de la sensibilisation auprès des réceptifs vietnamiens ou des agences vietnamiennes. Est-ce que tu penses que ça pourrait faire, ou sinon, est-ce que tu penses faire progresser la durabilité du tourisme sur place? Et d'ailleurs, j'ajoute à la question, est-ce que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que toi, à ton échelle, tu as déjà essayé de faire du lobbying auprès du gouvernement pour faire changer les choses aussi? OK, deux questions. La première question, dans un premier temps, nous, non, pour l'instant, on n'a pas encore amorcé le travail de sensibilisation vis-à-vis des homologues, des confrères, mais plutôt de revoir et de retravailler notre propre chaîne de valeur. Ça veut dire que pour que nos produits soient cohérents, encore une fois, il faut travailler d'abord, il faut commencer par la sensibilisation vis-à-vis de nos propres fournisseurs. Ça veut dire les hôteliers, les restaurants, des guides, des chauffeurs. On commence d'abord par ça. Et une fois qu'on juge que nos produits sont suffisamment cohérents, que nos fournisseurs, nos partenaires, nos prestataires soient cohérents, et bien par la suite, on peut par la suite entamer la deuxième étape, c'est de sensibiliser des confrères. Alors, la deuxième question, est-ce que nous, à l'échelle d'entreprise, on a fait de lobbying vis-à-vis du gouvernement? Non. Non, et parce que tout simplement, pour l'instant, je parle même pas du niveau élevé, niveau gouvernemental, rien qu'au niveau provincial, au niveau des régions, c'est déjà très difficile de convaincre les autorités locales à s'en aller vers la durabilité au Vietnam. C'est extrêmement difficile, et parce que ça commence par un travail de sensibilisation de base, ça commence par l'éducation, et les gens ne sont pas encore rendus là. Et donc, il faut travailler autrement, quoi. Et donc, nous, notre démarche, c'est vraiment de commencer par les fronts à l'étranger avant de retourner au Vietnam pour ensuite s'imposer en tant qu'acteur local. C'est un peu comme ça dans la mentalité vietnamienne. Il faut savoir que nous, les Vietnamiens, on aime bien un peu la notoriété, quoi. Si on écoute quelqu'un, il faut que cette personne-là s'impose au niveau de légitimité, au niveau de crédibilité et au niveau d'autorité par l'étendue de son réseau. Donc, pour pouvoir convaincre, faire du lobbying vis-à-vis de quoi que ce soit, il faut réunir ces trois éléments importants: crédibilité, légitimité et autorité. Et pour cela, notre tactique, c'est qu'on commence par l'étranger, par l'international. On essaie de tisser des liens à l'étranger pour vraiment nous faire connaître. Et une fois qu'on est, entre guillemets, connu, là, on va revenir dans le pays pour dire, tiens, regardez, nous avons telle ou telle notoriété, nous avons fait des interventions auprès de telle ou telle université à l'étranger. Ça donne un nom, ça sonne international, quoi. Quand on a cette notoriété internationale, c'est plus crédible vis-à-vis des locaux. C'est un peu comme ça notre tactique. Alors, Justine a une remarque sur le Travel Score. Donc, Justine, si tu veux prendre la parole, je t'en prie. Super, merci. Tout d'abord, je voulais dire, franchement, très beau travail. C'est un travail de titan, donc franchement, chapeau d'avoir mis à plat tout ça. Juste par rapport au Travel Score, on voit les impacts économiques et culturels, mais on ne voit pas forcément les impacts sur tout ce qui est environnemental, milieu naturel et faune sauvage, etc. Est-ce que c'est parce que vous êtes peut-être plus porté vers l'aspect culturel ou c'est un choix de ne pas l'avoir mis en avant? Pourtant, je trouve que c'est quand même important de le mettre en avant, tout ça. Oui, en fait, tu as bien raison, c'est que à cause de la durée de notre présentation, mais dans le concret, on a quand même d'autres aspects écologiques, environnementaux. On travaille, par exemple, pas forcément la faune et la flore, mais les conséquences, mais plutôt les conséquences indirectes, par exemple, la pollution plastique.
tu vois. Évidemment, la pollution plastique crée des effets négatifs directs là, sur la faune et la flore, n'est-ce pas? Donc, si on revient tout à l'heure, je sais plus, dans le voyage, c'est vraiment de réduire la, les déchets plastiques. Concrètement, les bouteilles plastiques, c'est vraiment notre fer de lance en ce moment. On fait en sorte que les voyageurs n'aient pas de dépendance vis-à-vis des bouteilles plastiques. Parce que qui dit bouteille plastique dit pollution plastique. Oui. Donc pollution océanique et puis les oiseaux, la faune, la flore, ça. On sait très bien que les conséquences derrière. Donc, oui, on travaille en amont. C'est surtout là, parmi les focus, si tu veux, c'est vraiment la pollution plastique. D'accord. Les pailles plastiques, les bouteilles plastiques. Là, dans le concret, là, on travaille, on fait en sorte que, voilà, on essaie vraiment de limiter ça. Ouais. Donc, gourde de inox à l'arrivée, on met à disposition un sac pliable, on met à disposition un kit zéro déchet, quoi. Et comme ça, les voyageurs auront un outil pour ne pas avoir recours à des bouteilles plastiques et des pailles plastiques. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, 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 bien sûr, mais j'aimerais en discuter avec toi du coup plus tard, si tu es d'accord, Oui, connaître bien un sûr. peu plus. Oui. Merci. Je pense que tu auras beaucoup de prise de contact derrière, parce que beaucoup de gens sur le chat disent qu'ils veulent en reparler avec toi par la suite. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il nous reste un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Aussi, Vantaï, toi, tu as des questions qui peuvent être posées parfois sur ce sujet qui n'ont pas été posées, n'hésite pas. Oui, de toute façon, la question pour vous, pour tous et nous, enfin, c'est aussi à nous tous, hein, c'est que quel est votre ressenti en fait vis-à-vis de ce virage? Bon, on sait très bien qu'après 2 ans de pandémie, il y a quand même une prise de conscience et, pensez-vous que dans vos régions respectives et aussi dans votre propre réseau de prestataires ou de fournisseurs à destination, pensez-vous qu'il y a un mouvement quelque part? Ou est-ce que c'est juste moi tout seul dans mon coin en train de prêcher le combat, quoi? Est-ce que quelqu'un répond? N'hésitez pas, hein. Ouvrez vos micros, vous pouvez prendre la parole. Ouais. Tu n'es pas le seul, la révolution est en route, dit Emmanuel. C'est vrai qu'effectivement, sur ce webinaire, tout le monde est convaincu de l'utilité de ces démarches. Pas d'autres questions? Est-ce que vous avez senti la même chose du point de vue des consommateurs, des touristes? Ah, je ne sais pas si Vantaï a entendu la question. Tu es en muet, Vantaï? Je suis en mute? Non, ouais, je suis voilà. pas en mute. Ah, tu n'es pas en mute? Ah. Non, je suis pas en mute. Tu as entendu la question de Tanvo? C'est la question vis-à-vis des consommateurs. Est-ce que je fais le travail de sensibilisation, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça la question? Non, voilà, oui, ça c'est plutôt bien ça, mais voilà, d'une manière plus concrète, est-ce que du point de vue des consommateurs, ils ont aussi la même prise de conscience de l'environnement, hein, comme toi, par exemple? Ok. En fait, d'abord, il faut savoir de quel consommateur on parle. C'est clair que comme nous, nos clients sont des occidentaux, donc je me permets de dire plutôt les consommateurs occidentaux. La réponse est oui. Bien que notre entreprise travaille exclusivement en B2B,
Nous avons de temps en temps des demandes des consommateurs finaux, hein, des routards, des voyageurs, des nomades qui vivent un peu d'ici là en Asie Sud-Est, qui nous sollicitent justement, qui nous contactent pour créer un voyage éco-responsable. Et ce qui nous a surpris d'ailleurs, hein, parce que nous, c'est vrai que nous, on n'a jamais pensé, notre modèle d'affaires, c'est jamais la vente directe aux consommateurs finaux, et pourtant, les gens nous trouvent sur Google, ce qui est étonnant, parce que nous, on est entre guillemets cachés sur Google, et pourtant, il y a des gens qui tapent les mots-clés, genre voyage au Vietnam, voyage durable au Vietnam, et puis ils nous ont trouvé, et ils nous ont demandé de monter ensemble un voyage éco-responsable au Vietnam. Donc, la réponse est oui. Il y a certains consommateurs qui sont sensibles à ça, mais même s'ils sont minoritaires. Hein, faut pas, donc, je suis très réaliste là-dessus. Nous sommes prioritaires à ce jour dans cette conscience collective. Nous sommes prioritaires, mais ça existe. Il y a ce type de consommateur. Oui. Bon, Maud nous dit que rien que de prendre l'avion pour se rendre au Vietnam, on expose déjà notre empreinte carbone. Mais exact. Effectivement, après, à l'échelle d'un réceptif, il faut voir comment ensuite limiter un maximum l'impact sur le voyage à destination. Oui, c'est ça. Le maître mot, c'est vraiment d'éviter et de réduire. Hein. J'ai écrit un article de blog assez détaillé là-dessus au niveau justement de l'empreinte carbone ou même la pollution plastique. Hein. C'est que dans l'échelle, dans la pyramide de priorité, avant de compenser ou de recycler, la première étape, c'est d'éviter. Si on ne peut pas éviter, on essaie de réduire. Si on n'arrive pas à réduire, on essaye de réutiliser. Et si on n'arrive pas à réutiliser, on essaye de remplacer. Et si on n'arrive pas à remplacer, là, on essaye de recycler. Donc vraiment, le recyclage ou compenser, c'est vraiment en bas de l'échelle. Ce n'est pas prioritaire. Et l'éco-conception du voyage, ça vise à réduire, ça vise à éviter justement. Éviter de prendre l'avion, les déplacements en avion au niveau local. Éviter de voyager express, hein, prendre trop le temps de viser le voyage trop court. Au niveau réduire la dépendance de la voiture privatisée. Remplacer par les autres modes de voyage, les modes de transport moins polluants. Voilà, donc on s'inscrit dans cette démarche-là. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la différence de prix entre un voyage classique et un voyage éco-conçu? Ouais, sur une durée similaire. Le prix, c'est difficile. Je pense que c'est plus pertinent de mesurer l'empreinte carbone, combien ça coûte l'empreinte carbone, plutôt que combien ça coûte, combien de dollars. Parce que ça va à l'indéfini. Mais c'est sûr qu'un voyage classique, ça coûte moins cher que le voyage éco-conçu. C'est normal, parce qu'il y a aussi le juste prix aussi. Hein, le voyage à prix cassé, un voyage industriel. Je parle un exemple de voyage de semaine comité d'entreprise, c'est le plus connu. Je ne vais pas dire de bêtises. La bêtise, c'est autour de 700, 800 dollars. Oui, pardon, 800 euros, une chose comme ça. Sans vol international. Avec vol, ça va à l'indéfini, hein, mais sans vol, prestation terrestre, c'est quelque chose comme entre 800 et 900 euros. Mais c'est clair que pour un voyage éco-conçu, c'est pas 900 euros, quoi. C'est en 1100, 1200 euros. C'est sûr que c'est beaucoup plus coûteux parce qu'on paye au juste prix. Mais si tu compares un voyage à la carte de la même durée pas pour des groupes, mais pour voyage individuel à la carte sur la même durée, il y a une énorme différence de prix entre un voyage classique où il n'y a pas vraiment de dimension éco-responsable et un circuit éco-responsable. Ouais, c'est difficile, c'est vraiment difficile à te dire parce que il faut comparer les pommes avec des pommes dans les voyages tout inclus industriels, c'est la pension complète. Tu vois, donc tu consommes 3 repas par jour. Le voyage à la carte, tu consommes 0 repas par jour.
Donc, c'est pas le même prix. Ensuite, puis, voyage à la carte. Parfois, tu prends un hôtel, un écologe. Parfois, c'est 4 étoiles. Parfois, tu passes la nuit chez l'habitant qui coûte que dalle. Alors que dans un voyage industriel, en général, c'est la carte 13 étoiles partout. Donc, c'est difficile. C'est vraiment difficile de comparer comme ça. Non, Tu vois, ce que je voulais dire, c'était deux voyages à la carte, entre Ah, deux voyages à la carte, mais l'un qui est vraiment éco-responsable, dans par exemple ce que toi tu proposes, et un oui. voyage à la carte également privatif, mais qui n'intègre pas vraiment la dimension éco-responsable. Bah, c'est la même prix. C'est là. C'est pas plus cher, hein, c'est Ouais. même moins cher d'ailleurs. Ça dépend, c'est au cas par cas. Là, parce que là, récemment, j'ai eu un couple d'amis qui voyageait récemment chez nous. C'était un voyage sac à dos. Hein, tu vois. C'était un voyage sac à dos. Et puis, le couple a fait un séjour d'immersion de 3 jours dans un endroit, mais c'était gratos. Tu vois, chez l'habitant. Elles ont payé directement vis-à-vis de la famille, l'accueil, tu vois. Et nous, on a juste une mise en relation par rapport à cette étape du voyage, bien entendu. Hein. Et bien, pendant ces 3 jours-là, c'était un échange entre les deux. En termes de coût vis-à-vis de nous, c'est $0, là. Tu vois. Donc, et pourtant, c'est une démarche éco-responsable. Parce qu'elles ont passé plus de temps, ces deux filles, elles ont passé 3 jours, plus de temps, et elles ont contribué positivement à l'économie de la famille parce qu'elles ont payé directement à la famille. Et puis, elles ont utilisé nos gourdes et notre kit zéro déchet pour ça. Et donc, en termes de coût, c'est $0. Et pourtant, c'est éco-responsable. Donc, c'est vraiment, c'est difficile à dire si un voyage éco-responsable coûte plus cher qu'un voyage classique ou pas. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Tout dépend des choix de prestations que tu prends. Oui. Par contre, à Très une bon part, argument à mettre en avant. à une part égale, par exemple, ici, si on fait un trek, par exemple, une rando dans un endroit, très souvent, il est répandu, une pratique assez répandue, c'est que l'agence peut très bien utiliser un seul guide qui quitte la capitale pour accompagner le groupe. Et c'est un seul guide, ce guide-là, qui accompagne le groupe pendant 3 ou 4 jours de trek à la campagne. Et on ne fait pas appel à un deuxième guide villageois, par exemple. Tu vois? Et alors que nous, on utilise les deux. On utilise à la fois le guide francophone qui vient de la ville et on utilise un deuxième guide villageois qui est d'office, parfois le chef de la famille d'accueil, tu vois. Et comme ça, on crée l'économie, parce qu'on crée de l'emploi, on crée un revenu complémentaire pour ce guide villageois. Donc, forcément, ça percute sur le prix parce que il y a un coût supplémentaire vis-à-vis de ce deuxième guide. Et donc, oui, dans ce cas très, très précis, un voyage éco-responsable est plus coûteux qu'un voyage classique du fait de la présence du deuxième guide. D'accord. Tu vois, donc ça, c'est vraiment au cas par cas. C'est très variable. Oui. Ouais. Bon, est-ce qu'il reste, est-ce que certains ont encore des questions? N'hésitez pas à prendre la parole oralement. En tout cas, tu as beaucoup de félicitations et on te remercie infiniment pour cette présentation passionnante. Ça fait plaisir et merci à tous. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'échanger avec moi à ce sujet difficile, un sujet complexe. Hein. Personne ne dit que c'est facile. Mais c'est une nécessité. Pour nous, aujourd'hui, la durabilité, ce n'est pas une option. C'est vraiment une nécessité si on veut vraiment rendre notre planète plus vivable pour nos enfants. Et il n'y a pas de planète B. Non. Pour nos enfants, il n'y a pas de planète B. Il y a seulement une planète A. Merci à tous pour votre participation, vos questions. Merci à toi, Vantaï. Le webinaire donc était enregistré. Vous aurez le replay à disposition dès cet après-midi.
Et vous pouvez évidemment contacter Vantaille directement pour davantage de questions et d'échanges. Merci beaucoup à tous et puis à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci.